Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire la seconde partie de la FAQ spéciale Walt Disney World. Donc avant de commencer, évidemment, je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à la première partie de cette FAQ. Vous avez été très nombreux à réagir en commentaire et à me demander, enfin voilà, et à enrichir en tout cas les questions que vous aviez sur Walt Disney World. Alors, beaucoup d'entre elles se recoupent avec des questions qu'on va traiter aujourd'hui et dans la dernière partie de la vidéo qui sortira du coup le mois prochain. Donc, tout de suite, on parle de Walt Disney World, je réponds à vos questions. FAQ spécial Walt Disney World, seconde partie. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, j'ai repris ma liste de questions du coup pour Walt Disney World. En tout, j'en avais retenu 30, donc on en a fait 10 sur la vidéo précédente et on va en faire 10 sur cette vidéo-là. Et les 10 dernières, du coup, seront sur la vidéo suivante qui sortira le mois prochain. Juste avant de commencer, petite info, je vous l'ai déjà dit sur Twitch, donc si vous suivez mes live Twitch, vous n'apprenez rien. Je serai en Floride du coup l'été prochain, j'ai réservé mon séjour, ça y est, je retourne à Walt Disney World. Et cette semaine, j'ai réservé mes billets. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que pour réserver mes billets, ça a été un tout petit peu compliqué. Voilà, puisque j'ai complètement été prise dans le piège de l'augmentation des billets, parce que plus tu regardes, plus ça augmente, et moins tu trouves de prix intéressants. Et c'est totalement ce qui s'est passé, puisque j'ai littéralement passé ma journée à chercher des billets le week-end dernier sur internet, et là où j'ai commencé en trouvant des prix qui étaient à 800 €, pour vous donner les chiffres et être totalement transparente, à la fin de la journée, j'avais plus de billets en dessous de 1200 € qui s'affichaient sur mon navigateur. Autant vous dire que j'étais dégoûtée, et ce que j'ai fait pour réinitialiser ça, c'est que j'ai activé mon VPN, donc NordVPN. NordVPN, ça m'a permis du coup de masquer mon IP, ce qui fait que les sites de comparaison de prix, les sites de compagnies aériennes, etc. ne pouvaient pas voir tout mon historique en fait en termes de consultation de prix, etc. et m'affichaient dès lors le prix initial, donc de 800 €. Et ça m'a permis du coup de retrouver des prix abordables, normaux, et de réserver un billet à un prix plus raisonnable que ce qui était affiché en fin de journée quand j'ai passé ma journée à chercher mon billet. NordVPN, je vous en ai déjà parlé plein de fois parce que c'est un service que j'utilise la dernière fois, je vous en ai parlé pour avoir de meilleurs prix sur les hôtels. Là, du coup, ça a été pour avoir de meilleurs prix sur mes billets d'avion. Et je m'en sers également, vous le savez, pour utiliser les catalogues étrangers de Disney+. Je l'ai utilisé cette fois-ci pour mes billets d'avion et je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette vidéo en particulier puisque forcément, qui dit voyage à Walt Disney World dit réservation de billets d'avion. Et encore une fois, pour essayer d'avoir le meilleur prix et les meilleures offres, voilà, masquer son IP grâce à un VPN, c'est une des meilleures solutions. Il y a également la navigation privée qui le permet. Et voilà, donc moi j'ai fait tout ça, tout cumulé, et ça m'a permis d'avoir le meilleur prix sur mon billet, et maintenant c'est bon, ils sont réservés, c'est prêt. Donc si vous voulez tester NordVPN, j'ai une offre spéciale exclusivement pour ma chaîne qui s'affiche là à l'écran avec le code promo Hello Disneyland. Je vous le remets également en barre d'infos. Actuellement, il vous permet d'avoir des mois qui sont offerts sur votre abonnement à NordVPN. Et sachez que NordVPN, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées juste avant, c'est un service qui est super pratique. Il y a également tout un tas d'avantages qui vous permet du coup de sécuriser vos données, notamment quand vous accédez au Wi-Fi public, et c'est le cas quand on est dans un voyage comme celui-ci, puisqu'on accède au Wi-Fi public des parcs Disney, et il y a aussi plein de sécurités qui sont rajoutées, anti-phishing, anti-menaces, qui vous permettent d'avoir un accès plus sécurisé à internet quand vous êtes comme ça à l'étranger et en public. Je terminerai en vous disant que vous pouvez aussi partager NordVPN avec 6 supports différents, donc vos tablettes, vos téléphones, vos télés, vos ordinateurs, etc. 6 supports différents, ça veut dire aussi que vous pouvez le partager avec votre famille, donc n'hésitez pas à le faire pour réduire le coût d'utilisation du coup d'un service comme celui-là. En gros, pour vous résumer le truc, l'intérêt pour moi d'avoir NordVPN, c'est que 1, du coup, j'ai pu avoir les meilleurs prix que ce soit sur mes hôtels ou sur mes billets d'avion. 2, ça me permet de sécuriser l'accès au Wi-Fi public quand je vais être dans les parcs Disney, quand je vais utiliser aussi le Wi-Fi des villes, etc. 3, ça va me permettre de profiter du catalogue de Disney+ en France. Voilà, alors que je serai en Floride, ce qui en soi est plutôt pratique quand on voyage avec des enfants puisque ça nous permet du coup de quand même accéder à nos séries, à nos films Disney préférés, etc. Alors en français, alors même qu'on est aux États-Unis, puisque évidemment vous vous en doutez, quand on est aux US et qu'on accède à Disney+ depuis là-bas, on a uniquement la version américaine et donc pas forcément le doublage français qui est compris dedans. Donc voilà, le petit code promo il se remet ici. Je vous le mets également en barre d'infos. Encore une fois, c'est une exclue pour ma chaîne. J'espère que ça vous servira. Et on démarre la FAQ tout de suite. Cette fois-ci, on commence par une question qui est super dure. Une question qui était si on peut faire un seul ou seulement 2 parcs à Walt Disney World, quel parc choisir? Ça, c'est hyper dur. C'est hyper dur pour moi de vous répondre sur ça, dans le sens où moi j'aime vraiment tous les parcs.
À la limite, celui peut-être que j'aime moins, et encore maintenant, il y a Galaxy's Edge là-bas. C'était Hollywood Studios, mais maintenant, il y a Star Wars Galaxy's Edge. Donc, c'est quand même un parc que j'aurais forcément envie de visiter. Maintenant, pour essayer de vous répondre de la meilleure façon possible, si vous ne pouvez visiter qu'un seul ou que 2 parcs parce que vous n'avez pas le temps, parce qu'à la base vous allez en vacances à Miami ou à Key West et que Disney c'est une option, ou parce que vous êtes dans un road trip, ou parce que votre compagnon ou votre femme elle s'en fout de Disney, enfin voilà, etc. Ça arrive. C'est rare dans mon entourage, mais ça arrive. C'est à vous en fait de choisir. C'est pas à moi de vous dire quel parc il faut que vous visitiez absolument, parce que c'est vous et vos affinités en réalité. Donc moi mon conseil là-dessus ça va plutôt être de regarder peut-être, et ça va vous spoiler forcément, mais de regarder un petit peu des photos, des vidéos, peut-être des vlogs de Walt Disney World, des parcs, et ce qui vous donnera du coup un aperçu du parc en question, et ce qui vous donnera du coup envie ou pas de visiter ce parc là. Parce qu'il y en a qui vont se dire oui il faut absolument voir Magic Kingdom parce que c'est le plus grand parc à thème du monde, c'est le parc le plus visité dans le monde, hein. D'ailleurs Magic Kingdom c'est le numéro 1. Mais Magic Kingdom c'est aussi un parc qui ressemble énormément au parc Disneyland de Disneyland Paris, et du coup parce qu'il y a des attractions similaires, parce que il y a Main Street, parce qu'il y a Frontierland, parce que voilà, etc., et que finalement c'est pas différent. Donc après ça va dépendre, est-ce que vous voulez retrouver ça là-bas ou est-ce que vous voulez faire quelque chose de complètement différent. Voilà, la question elle se pose aussi, parce que si tu veux une expérience complètement différente, bah du coup va plutôt à Epcot, va plutôt à Animal Kingdom, tu vois, qui sera totalement différent. Voilà. Après il y a d'autres gens qui vont dire oui il faut aller absolument à Animal Kingdom parce qu'il y a Pandora, machin, tout ça. Mais si on n'aime pas Avatar, on s'en fout un peu en fait qui est Pandora, tu vois. Moi personnellement, je suis pas très fan d'Avatar, ne me tapez pas. Ah, ok. Et pourtant, bah, je vais quand même aller à Animal Kingdom, mais c'est clair que Pandora, c'est pas le lieu où je vais passer absolument. Et si j'ai jamais fait Flight of Passage, pardon, sorry, je le vis pas mal du tout parce que c'est pas non plus une fin en soi pour moi, quoi. Donc, c'est difficile en fait de vous dire, c'est celui-là absolument qu'il faut visiter parce que chaque parc a son argument. Je veux dire, chaque parc a des raisons d'être visité, hein, je veux dire, enfin. Hollywood Studios, t'as Galaxy's Edge, Epcot, il y a l'attraction Gardien de la Galaxie, il y a Spaceship Earth qui est quand même super beau, là, rien que pour la balle de golf géante, je veux dire, moi j'adore Epcot, pour les festivals, etc., c'est très très cool. Il y a l'attraction de la Reine des Neiges aussi, voilà, il y a plein de choses qui sont géniales à Epcot. Au Magic Kingdom, du coup, il y a... c'est le Magic Kingdom, je veux dire, donc t'as toutes les attractions légendaires de Disney, t'as Haunted Mansion, t'as Jungle Cruise, t'as Seven Dwarf Mine Train, il va y avoir Tron là qui va ouvrir, du coup Tron Light Cycle Run qui ouvre là dans quelques semaines, donc voilà, bon il y avait, mais il n'y a plus Splash Mountain, mais à un moment donné, selon au moment où vous regardez cette vidéo, il y aura Tiana's Bayou's Adventure, qui sera donc le remplaçant de Splash Mountain. Voilà, enfin il y a plein d'arguments aussi pour Magic Kingdom. Et Animal Kingdom, ben, du coup, il y a Pandora, il y a Kali River Rapids, il y a Kilimanjaro Safari, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que ça vaut le coup d'y aller. Donc c'est difficile en fait de vous dire, voilà, allez voir celui-là plutôt que celui-ci. C'est vraiment vous et vos affinités, c'est pareil, Animal Kingdom, il y a des gens qui vont pas aimer parce qu'il y a le côté animaux, captifs, machin, etc. Alors ils ont beaucoup de place, hein, rassurez-vous. Donc c'est... Malheureusement, je ne peux pas vous répondre comme ça. Moi personnellement, si j'avais le temps d'en visiter qu'un ou deux, je pense que je choisirais Epcot et Animal Kingdom. Mais ça c'est perso. Après à vous de voir pour vous. Seconde question de cette FAQ, est-il facile de se repérer pour trouver notamment tout ce qui est navette, etc. Sur place? Oui, c'est indiqué partout. Littéralement. Je veux dire, c'est très facile d'accès. Quand tu es dans ton hôtel et que tu vas pour aller prendre la navette, il y a carrément une espèce de hub qui s'appelle le Transportation, du coup, et c'est là-bas qu'on va du coup prendre les navettes. Selon les hôtels où on est, forcément, il y en a certains, donc les Deluxe notamment, ils ont le monorail, ils ont également des navettes fluviales, voilà. C'est indiqué de partout, c'est très facile d'accès, et pareil pour les parcs, quand on est dans les parcs, après, il y a une navette du coup par hôtel, et à la sortie du parc, en fait, il y a un panneau qui dit tel arrêt dessert tel hôtel, c'est par là, enfin voilà, donc c'est super bien indiqué, et il n'y a pas besoin de parler anglais pour comprendre, honnêtement. Voilà, si on a le nom de son hôtel en tête, c'est bon. Et pareil, je vous mettrai, si vous voulez, un lien vers le plan de tous les transports justement de Walt Disney World. C'est un truc que j'ai mis sur mon blog, là, sur Hello Orlando, donc le blog spécial voyage à Walt Disney World et Universal et en Floride de manière générale, et je vous ai mis le plan sur ce site là justement de tous les transports de Walt Disney World, avec le Skyliner, avec les navettes fluviales, avec les bus et le monorail, tout ce qui est desservi comme ça, tout ce qui va être correspondance aussi pour aller d'un endroit à un autre, si vous voulez aller d'un parc à un autre dans la
journée, c'est possible parce qu'il y a des navettes directes, normalement, il me semble, ou sinon vous avez des correspondances à Disney Springs par exemple. Enfin voilà, c'est tout très très bien indiqué, n'ayez pas de crainte là-dessus, ça se fait très facilement. Comment aller à Universal depuis Walt Disney World? Bah c'est super simple, en taxi. En Uber en l'occurrence. En Uber. Avant c'était plus compliqué honnêtement parce que Uber était moins démocratisé, encore que maintenant Uber ça fait un petit moment. Hein. Mais voilà, c'était peut-être un peu plus cher, etc. Il n'y a pas de navettes évidemment hein, qui font le lien entre les deux concurrents, vous vous en doutez. Mais aujourd'hui, aller à Walt Disney World en Uber, c'est moins cher que de prendre une shuttle, Mears, etc. Voilà ce qui était proposé auparavant. Voilà, sauf si vous êtes tout seul. Bon, voilà, du coup, c'est sûr que ça représente un coût. Mais quand on est 3, 4, voire plus à aller d'un parc à un autre, voilà, si on divise la note de Uber comment on appelle ça? Enfin, par le nombre de personnes, à la fin de la journée, c'est pas très élevé. Donc Uber, c'est vraiment le moyen le plus pratique pour aller de Walt Disney World à Universal et pour en revenir. Il suffit d'avoir l'application, il vous suffit d'avoir votre accès du coup à internet. Alors si vous n'avez pas de carte SIM ou de forfait qui vous permet d'avoir internet quand vous êtes aux États-Unis ou quand vous êtes à Walt Disney World, vous pouvez bien sûr vous connecter directement au Wi-Fi de l'hôtel ou au Wi-Fi des parcs. Ou vous pouvez également donc opter pour un forfait international, ce qui maintenant est assez accessible en plus chez les opérateurs français, ou deux, acheter une carte SIM américaine. Voilà, c'est pas très élevé hein, sur Amazon, ça démarre à 20 € je crois, un truc comme ça, et ça vous permet du coup d'avoir internet partout quand vous êtes là-bas. Moi c'est ce que j'ai fait là à chaque fois sur tous mes derniers voyages aux États-Unis, c'était super pratique, et du coup tu appelles ton Uber très facilement, tu le commandes directement depuis l'application, et voilà. Bon, évidemment, si on n'a pas de smartphone, c'est un peu plus compliqué. Comment marchent les tips à Walt Disney World? Alors les tips du coup, c'est les pourboires. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas du tout cette habitude-là en France, parce que c'est vraiment pas dans notre système. Voilà, le pourboire, chez nous, existe sans exister, quoi. Enfin, je veux dire, c'est plus un bonus qu'on va laisser pour un service que quelque chose qui est normal et qui fait partie en tout cas du service qu'on va avoir. Aux États-Unis c'est complètement différent, les tips sont partout, on tips tout et tout le monde presque, donc ça veut dire qu'on laisse des pourboires pour chaque prestation de service, chaque personne qui va en fait nous aider et nous accompagner dans n'importe quelle étape limite de notre voyage, va potentiellement bénéficier d'un pourboire, ou en tout cas va l'attendre de votre part. Et nous, en tant que Français, je sais pas si on peut dire même Européens, on passe pour de gros radins, parce qu'en fait, comme on n'a pas l'habitude, souvent les gens oublient ou quoi, et on laisse pas du tout de pourboire, ou très peu, etc. Et jusque-là, la norme c'était 10% de pourboire quand le service était pas terrible, tu vois, 15 quand c'était normal, moyen, et 20% quand c'était un service bon, de qualité. Bon, bah maintenant, a priori, ça a augmenté, voilà, hein, tout augmente, même les tips. Et maintenant, on est plutôt sur des pourboires qui sont compris entre 20 et 30%, donc 20 quand c'est pas ouf, et 30% quand c'est bien. Donc tout ça c'est des choses qu'il faut anticiper parce que, alors c'est les tips par exemple, les pourboires, on va pas en laisser quand on fait ce qu'on appelle des restaurants quick service, donc des fast-food. En gros, les fast-food où en fait tu commandes au comptoir, ou tu commandes sur une board, ou tu commandes pardon sur ton téléphone, là il n'y a pas de pourboire, on récupère la commande et on va manger, etc. Mais tout ce qui va être service à table, et je pense que les buffets en font partie aussi, puisque du coup on a un serveur qui nous emmène à boire, qui nous place, machin, etc. Tout ça, il y a des pourboires qui sont à compter en plus de votre note. Donc c'est-à-dire que si vous en sortez avec une note de 100 $ pour un restaurant, il faut compter 130 $ quasiment, ou en tout cas au moins 120 au final, puisque vous avez 100 $ de resto et les 20 $, voire 30 de tips à laisser au serveur qui vous a accompagné pendant votre repas. Et c'est un surcoût qui est quand même pas négligeable, qu'il faut quand même avoir en tête parce que ça va être attendu et ça va être même... Moi j'ai trouvé sur mon dernier séjour à Los Angeles qu'ils appuyaient beaucoup sur le fait qu'il fallait qu'on laisse le tips, hein. Donc en mode oubliez pas les gars quoi. Voilà, c'est vrai que maintenant c'est quelque chose qu'il faut compter dans son budget repas et voilà, qu'il faut pas oublier. Ensuite on tips évidemment facilement. Ça, on l'a en tête, les restaurants, donc le serveur, etc. Enfin, juste notre serveur, hein. Voilà, pas tout le monde, juste notre serveur. Donc, on tips au restaurant. On tips également la femme de chambre. Tous les jours, en fait, il faut laisser dans une petite enveloppe un pourboire à raison de 1 $, voire 2, par personne, donc par occupant de la chambre.
Donc si vous êtes 2, 2 $, si vous êtes 4, voilà. Tous les jours, voilà, il faut le mettre dans une enveloppe. Si vous mettez pas dans l'enveloppe, si vous laissez juste traîner du cash comme ça sur la table, la femme de chambre ne le prendra pas, parce qu'elle part du principe où c'est de l'argent que vous avez laissé, c'est pas forcément pour elle. Dites-vous qu'il faut mettre une petite enveloppe en mode housekeeping, et du coup le tips vous le mettez dedans et c'est pour elle, et du coup tous les soirs vous aurez un service qui sera impeccable. Après j'avoue que sur les fois d'avant j'ai toujours pensé à le faire à Walt Disney World, mais là il y a des fois où j'avais pas de monnaie etc à Los Angeles sur des hôtels qui étaient pas des hôtels Disney, attention, bah j'avoue que le service était pas terrible tu vois quand j'avais oublié. J'ai eu la même réflexion à New York l'année dernière, donc bref, n'oubliez pas le pourboire de la femme de chambre. Voilà, qu'est-ce qu'on tips aussi? Bon, on tips également du coup tout ce qui va être guide, etc. Quand, bon, ça concerne pas forcément Walt Disney World pour le coup, mais voilà. La personne également qui va vous conduire de l'aéroport à Walt Disney World et vice versa, voilà, même si maintenant c'est Mears ou un autre système de navette, voilà, puisque du coup il porte vos bagages, il les sort de la navette, etc. Et qu'il y en a quand même pour quelques dizaines de kilos à chaque fois. Donc lui c'est pareil, petit pourboire apprécié. Qui sait qu'on tips aussi la bagagerie quand ils viennent chercher les bagages dans votre chambre pour les emmener à la conciergerie le dernier jour. Et est-ce que j'aurais d'autres trucs en tête? Non, puisque du coup Uber c'est encore un autre système. Voilà. En tout cas, voilà, à chaque fois qu'il y a un service comme ça, il faut penser à tiper. Alors, je vous mets là aussi un article, parce que je crois que j'avais fait un article sur Hello Orlando par rapport au pourboire, voilà comment ça fonctionnait. Ça sera en barre d'infos également, vous pourrez retrouver tous les indicateurs, les pourcentages, etc. en fonction de la prestation de service et le pourboire à laisser, ou en tout cas le pourboire qui est conseillé de laisser. J'essaie d'avancer dans ma foire aux questions là, parce qu'on en est seulement à la 4ème. La question de la barrière de la langue. Alors Walt Disney World, il faut l'avoir en tête, il y a très peu de gens qui comprennent le français, voilà, vous allez avoir des gens forcément qui comprennent le français quand vous allez être au pavillon français à Epcot, puisque souvent ce sont des castes de Disneyland Paris qui sont là-bas, ou en tout cas ce sont des Français qui sont expats et qui sont là-bas. Mais hormis le pavillon français d'Epcot, il y a quand même très peu de gens qui parlent français, il y a plus de gens qui parlent espagnol que de gens qui parlent français. Donc Walt Disney World c'est majoritairement anglais et espagnol, et en français du coup c'est vrai qu'il y a rien du tout. Il n'y a même pas de menu, etc. Il y a des plans, par contre, les plans sont dispo en français. Et comment ça se passe au niveau des attractions? Alors, la dernière fois que j'avais regardé, il me semble qu'il y a des casques qui sont dispo, voilà, sur certaines attractions. Je veux pas vous dire de bêtises, donc voilà, je suis pas hyper sûre là que ce soit encore d'actualité cette histoire. Mais il me semble que sur certaines attractions, pardon, qui ont notamment la narration qui est super importante, il y a des audio guides qui sont proposés en français avec le doublage. Mais c'est vrai que sur d'autres attractions, comme Jungle Cruise par exemple, clairement, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous n'aurez pas 100% d'expérience, puisque Jungle Cruise, pour le coup, c'est un exemple assez parlant. Le skipper, donc le pilote du bateau, fait énormément de jeux de mots, énormément de blagues, qui ne sont accessibles qu'aux anglophones. Parce que du coup, on entend tout le monde rigoler autour de soi, et on comprend pas. J'ai fait l'expérience au Japon, où je parle pas un mot de japonais, et où tout le monde rigolait autour de moi, sauf moi, parce que je comprenais rien. Bon c'est vrai que c'est pas super agréable. Bon, après, ça n'empêche absolument pas de profiter de Walt Disney World. Ne pas parler anglais, ça n'empêche absolument pas non plus d'arriver à s'orienter, de trouver sa chambre, de trouver les parcs, d'arriver à y aller, d'aller d'un endroit à un autre et de commander quand on est au restaurant, etc. Voilà, c'est vraiment juste en termes d'expérience et de compréhension de certaines storylines, donc d'histoire et d'explications qu'on peut avoir sur certaines attractions. Il y a aussi l'attraction, alors pas Rise of Resistance, encore que, mais l'autre attraction du coup du Faucon Millenium à Galaxy's Edge, là c'est pareil en fait. Il y a des explications qui sont données et il faut pouvoir les comprendre pour pouvoir vraiment bien profiter de l'attraction. Parce qu'en fait on a un rôle dans le Faucon Millenium pour le piloter. Il y a des pilotes et il y a des passagers. Et en fait si vous êtes pilote, vous avez deux rôles différents, donc il faut pouvoir comprendre en fait les consignes qu'on vous a données avant. Donc c'est pas bloquant, mais ça peut être dérangeant sur certains moments, ouais. 6ème question du jour. Loger à l'extérieur de Walt Disney World, bonne ou mauvaise idée? Là aussi, c'est assez difficile de répondre de manière très exhaustive, dans le sens où en fait, loger à l'extérieur de Walt Disney World, ça peut être certes économique, mais déjà, ça complique beaucoup les choses, et 2, économique, mais à quel niveau en fait? Enfin, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que certes, en fait, quand vous êtes à l'extérieur, vous payez moins cher. Vous payez moins cher parce que vous n'avez pas le prix de l'hôtel Disney, même si les values sont quand même relativement accessibles. La plupart du temps, il n'y a pas de navette pour les parcs,
Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez une voiture. Donc là vous avez le coût de la location de la voiture qui démarre quand même en général à 50-60 $, et encore vous avez limite une Twingo, enfin j'exagère mais vous avez compris. Et on est vite sinon à 80 ou 100 $ quand on a une famille entière à transporter à la journée. La location de voiture à la journée c'est vite 100 $. Ce à quoi vous devez rajouter du coup le prix de l'essence, ce à quoi vous devez rajouter le prix du parking. Donc si vous êtes sur un hôtel à l'extérieur de Walt Disney World qui n'a pas de navette pour aller sur les parcs, ça peut être compliqué. Après parfois ils ont des navettes qui vont à Disney Springs et depuis Disney Springs vous pouvez prendre une navette qui va sur les parcs. Mais c'est hyper chronophage, ça prend énormément de temps et le soir en fin de journée ça complique aussi pas mal les choses. Donc c'est économique, mais d'un autre côté ça peut un peu jouer sur l'expérience, etc. Sachant que voilà, si vous partez en période creuse, vous partez au mois de septembre, vous partez au mois d'avril, vous partez sur des mois où il n'y a pas trop de gens, au mois de janvier, etc. On arrive à trouver des prix qui sont assez accessibles et très abordables sur les hôtels value, donc les tout premiers hôtels de Walt Disney World, avoir l'expérience dans sa globalité et que ce soit facile à vivre en fait. Loger à Walt Disney World, bonne ou mauvaise idée? Ça peut être bien en fait dans le cadre justement où ce qu'on disait en début de vidéo, si vous avez l'intention de visiter qu'un seul parc ou 2 parcs, mais si vous voulez vraiment avoir l'expérience de tous les parcs Disney, idéalement moi je vous conseillerais quand même de loger sur Disney World. Voilà. Retour à Universal. Est-ce qu'on peut faire les 2 parcs Universal en une journée avec le Express Pass? Alors le Express Pass en fait c'est l'équivalent un peu de... Non c'est pas l'équivalent du tout parce que ça fonctionne pas pareil en fait. C'est les Fast Pass en fait finalement d'Universal. C'est-à-dire qu'en fait il y a une file Express Pass et si vous avez un Express Pass vous pouvez passer directement dans cette file qui est sans attente puisque vous accédez directement quasiment à l'attraction. Enfin vous avez juste les gens qui ont aussi un Express Pass devant vous. Mais voilà, comparé à la file classique, il y a beaucoup moins d'attente. Je crois que c'est un accès par jour par attraction. Et l'Express Pass, il est quand même pas donné. Mais si vous visitez Universal qu'une seule journée sur l'intégralité de votre séjour et que vous voulez faire les 2 parcs, c'est vrai qu'avoir l'Express Pass, ça peut vraiment vous faciliter le travail. Ça peut être vraiment cool, surtout si vous êtes sur des périodes où il y a moyenne à forte affluence, notamment l'été, puisque les attractions, bien sûr, Harry Potter, donc des 2 landes, parce que évidemment les 2 landes, je vous l'ai expliqué, ils sont pas sur le même parc. Donc ils sont très très prisés, il y a énormément de monde, donc il y a énormément d'attentes. La solution éventuellement c'est d'arriver à les faire en single rider, peut-être, si c'est possible, mais voilà, c'est vrai que l'Express Pass ça permet vraiment de faciliter une journée si vous avez qu'un seul jour sur Universal et que vous avez la possibilité de mettre l'argent en plus de l'Express Pass parce que c'est quand même pas rien, ça double limite le prix du billet d'ailleurs Universal qui déjà de base est pas donné pour une journée à Univ. Si vous avez la possibilité de le faire, c'est cool. Moi perso, en plein mois d'août, j'ai fait une journée à Universal et j'ai fait les 2 parcs sur cette journée et j'ai pris le Poudlard Express, j'ai fait toutes les attractions Harry Potter, plus celle des Simpsons, c'est rentré. Et Jurassic Park. Alors évidemment tu peux pas tout faire, ça ne rentre pas, c'est pas possible. Si vous voulez en faire un maximum d'attractions, l'Express Pass c'est cool, par contre du coup vu que vous allez être focalisé sur le fait de faire des attractions au maximum pour rentabiliser votre investissement, ce qu'il y a c'est que tout ce qui va être vraiment expérience, immersion, décor, spectacle, tout ça, vous allez pas en profiter. Donc c'est toujours un peu le vice en fait sur ce... C'est un peu le même principe avec Genie+, et là c'est le même délire avec Express Pass, c'est qu'on est tellement focus sur le fait de rentabiliser notre investissement et l'argent qu'on a mis dedans en faisant un maximum d'attractions, que derrière, juste découvrir les décors, juste se balader dans un land hyper immersif comme peuvent l'être les lands de Jurassic Park, des Simpsons, d'Harry Potter, et à un moment donné Nintendo World ici, au moment où, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, peut-être dans 2-3 ans, voilà, il y aura Nintendo World à ce moment-là. Voilà, on peut passer à côté si on fait que des attractions. Donc, il faut choisir un peu l'expérience que vous avez envie d'avoir. 18ème question, du coup, 8ème question de cette FAQ, aujourd'hui spéciale Walt Disney World. La durée idéale d'une escale par rapport à l'immigration. Ça implique du coup qu'on a une escale aux États-Unis. Alors moi j'ai tendance à déconseiller l'escale aux États-Unis. Je sais que c'est pas forcément super pratique et que ça réduit un petit peu le champ des possibles pour beaucoup d'entre vous. Mais c'est vrai qu'idéalement, si on peut éviter d'avoir une escale aux US pour éviter justement cette attente à l'immigration, c'est quand même mieux. Donc si vous arrivez à avoir une escale, que ce soit au Canada, pour l'aller uniquement, je parle bien de l'aller, parce que si vous avez une escale aux US au retour, c'est pas grave, on s'en fout. Mais à l'aller, si on a une escale aux US, ça peut, voilà, il y a l'immigration à passer, donc ça peut être long, il y a éventuellement ses bagages à récupérer, donc ça aussi ça peut prendre un peu de temps, et en fait ça va complètement dépendre de l'aéroport où vous atterrissez et où se passera l'escale. C'est-à-dire que si vous atterrissez à Atlanta, ou si vous atterrissez à Charlotte, ça va être beaucoup moins long,
que si votre escale, elle est à New York et que vous êtes à JFK. Parce qu'à JFK, ben, vous avez des A380 qui arrivent. Si vous débarquez avec un A380 et que vous êtes le 600e à passer au moment de l'émigration, autant vous dire que ça peut vous prendre 1h30, quoi. Et plus derrière, il faut récupérer ses bagages, etc. Donc limite, il faut 3 heures. Peut-être que 3 heures, c'est le mini... Enfin, ouais, c'est la sécurité, je dirais. Peut-être que 3 heures en escale aux US, c'est la sécurité. Mais c'est pas une science exacte. Elles sont spécifiques, hein, vos questions, quand même. C'est... ouais. Ouais. La question suivante, c'est pareil, elle est très très spécifique. Comment fonctionne, du coup, la prise d'empreinte et le Magic Band? Parce qu'en effet, du coup, quand on passe avec son Magic Band, on ne passe pas juste le bracelet, parce que sinon c'est trop facile, hein, toujours le Magic Band du voisin et puis tu passes. Donc tu passes ton Magic Band et tu mets aussi ton empreinte. Alors, comment ça fonctionne? Le premier jour, en fait, quand vous arrivez à Walt Disney World, donc votre toute première visite de parc, je suis même pas sûre en plus, je me demande si c'est pas à l'hôtel qu'on fait la prise d'empreinte. J'ai un doute. Non, c'est peut-être au parc. C'est peut-être au parc parce qu'il y a que au parc qu'on a la prise d'empreinte. En fait, il y a tellement de petites subtilités que du coup, je confonds. Donc, du coup, maintenant, si on prend le Magic Band, parce que ça c'est pareil, maintenant c'est en option. Le Magic Band n'est plus forcément inclus, il me semble. Donc si on prend le Magic Band, et qu'on décide de s'en servir à chaque fois pour entrer sur le parc, machin, etc. En effet, lors de notre première visite sur le premier parc Disney qu'on fait, on passe notre Magic Band, et il y a une prise d'empreinte qui se fait à ce moment-là. On choisit lequel de ses doigts on veut passer. Et en fait, à chaque fois qu'on voudra rentrer dans un parc Disney sur la durée de notre séjour, on repasse notre Magic Band. Et franchement, c'est pas facile à prononcer pour les gens qui sont un peu enrhumés. Hein. Donc, on repasse notre Magic Band sur la borne, et là, on met notre doigt, du coup, pour valider notre passage. Sans ça, on ne peut pas accéder au parc. Ça, c'est pour l'accès au parc. Ensuite, le Magic Band, on s'en sert également pour payer, et pour ses réservations, ouvrir sa porte de chambre aussi. Donc là pour le coup on a juste à poser son Magic Band sur la poignée et ça déverrouille la porte. Et ensuite on peut s'en servir pour payer, et là pour le coup c'est comme le paiement sans contact, on pose le Magic Band sur la borne et on tape un code qu'on a au préalable, donc enregistré sur le Magic Band justement au moment où on l'a récupéré à notre enregistrement à l'hôtel, à la réception, donc à notre arrivée. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai expliqué quand même. La prise d'empreinte c'est uniquement pour rentrer sur les parcs. Quand on paye avec le Magic Band, on doit rentrer en plus un code de sécurité, parce que sinon c'est trop facile, encore une fois tu trouves un Magic Band par terre, tu peux tout payer, c'est open bar quoi. Donc on rentre un code PIN qui nous permet de valider notre achat, et je me demande si c'est pas la question finale, ouais si, ce qui me mène du coup à la question finale, est-ce qu'on peut consulter du coup la balance, ce qu'on appelle la balance du Magic Band au cours de notre séjour. Donc la balance en fait ça va être les dépenses qu'on a réalisées avec notre Magic Band. Vraiment j'ai du mal avec tous ces N là, c'est compliqué. Avec mes allergies en ce moment c'est compliqué. On peut consulter la balance de notre Magic Band à l'hôtel, à la réception, du coup à n'importe quel moment de votre séjour. Du coup ils vous impriment toutes vos dépenses et vous voyez à peu près à combien vous en êtes. Sachant qu'ils vous font plusieurs prélèvements, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas forcément la fin du séjour pour tout prélever. Moi je me souviens sur la dernière fois où je payais tout avec le Magic Band, et au bout d'un moment ils ont fait un premier prélèvement sur les paiements, et après du coup ça se rajoute, et puis tu payes aussi à la fin, moins le premier prélèvement qu'ils ont fait. Mais du coup pour consulter sa balance, je crois que c'est uniquement à la réception, hein. Je pense pas, alors peut-être que ça a changé, je pense pas qu'on puisse le faire depuis son application, mais c'est le piège, hein. Par contre je vous annonce, le Magic Band c'est un piège, vraiment. C'est le truc où tu y vas, tu payes comme ça. T'es là en mode, t'es genre comme si t'étais blindé quoi. Puis à la fin tu te retrouves, quand tu te rends compte que t'as dépensé 1500 € en une semaine, t'es là en mode mais tu peux tout payer avec, hein. Du coup tes snacks, ta petite glace là-bas, tu sais, sur un truc perdu, hein. T'as envie d'acheter une glace ou un épi de maïs à Animal Kingdom, tu peux payer avec le Magic Band. Je sais pas, un lunch fly, machin, etc. à Emporium, tu payes avec ton Magic Band. Ton resto, t'en as pour 200 balles, tu payes avec ton Magic Band. Et puis tout se cumule, tu vois. Ça va super vite. Bon bah voilà. Alors, les questions suivantes. La prochaine fois, on va parler des stars, on va parler du refillable mug, on va parler de l'avion. Tiens.
again. Donc des courses, on va parler des budgets souvenirs justement, des dépenses, enfin bref, oh, ça va être cool la prochaine fois aussi, ça va être cool. Vous avez vraiment eu plein de questions. Éventuellement à la fin de ces FAQ, si j'ai reçu encore des questions auxquelles j'ai pas répondu, que ce soit sur ces vidéos là ou sur des vidéos précédemment, je ferai éventuellement un 4e épisode s'il y a besoin. En attendant, voilà, j'espère que cette seconde vidéo questions pour votre séjour à Walt Disney World vous a aidé. J'espère que les astuces, les conseils surtout et le retour d'expérience que je vous fais dans ces vidéos vous permet de mieux anticiper, de bien préparer votre séjour. Vous êtes super nombreux a priori à préparer justement un séjour actuellement à Walt Disney World, ou alors c'est parce que je fais de plus en plus de vidéos sur ça et que vous êtes de plus en plus nombreux à arriver dessus, je sais pas. Bref, je sais que vous êtes super nombreux à lire le blog, donc ça vraiment je vous en remercie pour le coup parce que ça fait vraiment super plaisir. Le blog est très récent et vous êtes déjà très nombreux à le consulter et à le lire régulièrement, donc ça fait hyper plaisir. Et vous êtes aussi voilà, très réactifs, que ce soit en DM, vous arrivez aussi beaucoup sur mon Insta à me poser des questions sur Walt Disney World, donc voilà, j'essaie de vous répondre à max, etc. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, on met les petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait super plaisir à chaque fois de voir vos retours positifs. Waouh, ça va être compliqué d'enchaîner les prochaines vidéos avec cette voix. On se retrouve le mois prochain pour la suite de cette FAQ 100% Walt Disney World avec la dernière partie de vos questions justement que vous m'avez posées sur Instagram sur Walt Disney World. De mon côté, je vais tourner une autre vidéo. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.